Le Wall Street Journal rapporte qu'une unité expéditionnaire de Marine, généralement composée d'environ 2500 soldats, sera envoyée au Moyen-Orient. J'imagine que vous êtes l'expert ici, donc je veux absolument vous interroger à ce sujet. Scott, maintenant que la guerre dure depuis 2 semaines, comment cela se passe-t-il pour les États-Unis et pour toutes les parties agressives à ce stade, compte tenu de cette escalade? Et peut-être pouvez-vous expliquer ce que cette escalade signifie réellement? Eh bien, je veux dire, tout d'abord, une unité expéditionnaire de marine est essentiellement un bataillon renforcé. Vous avez donc un bataillon de marine avec différents détachements ajoutés pour leur donner une plus grande capacité en matière de renseignement, de logistique, etc. Ils sont relativement autonomes pendant une période limitée. Ils disposent d'une composante aérienne, donc vous avez des hélicoptères et des avions d'attaque à voilure fixe. Ils avaient autrefois des chars, mais nous n'en avons plus. Mais c'est un groupe de 2500 marines capables de mener des opérations expéditionnaires à terre. Et en théorie, les unités expéditionnaires de marine ont traditionnellement été déployées à travers le monde comme des groupes aéronavals, simplement en attente au large, prêtes à intervenir à tout moment en cas d'urgence. Alors, vous savez, je ne sais pas quel MEU a été déployé, compte tenu de l'ordre d'alerte, et je ne sais pas d'où ils viennent. Sont-ils déjà déployés? S'entraînent-ils au large des côtes australiennes? Ou sont-ils actuellement aux États-Unis, à Okinawa, ou à tout autre endroit d'où la MEU serait formée avant d'embarquer et de se déplacer? Mais leur spécialité, c'est l'assaut depuis la mer, et ils opèrent généralement à partir de navires d'assaut amphibies, où l'on embarque plusieurs centaines de marines sur un seul navire. Puis ils passent du navire à la côte en utilisant des LCAC, ou des embarcations de débarquement, ou bien ils vont du navire à la côte en hélicoptère. Lorsque le général Berger, ancien commandant du corps des marines, est devenu commandant il y a quelques années, il a procédé à un examen de la stratégie de sécurité nationale et de la stratégie de défense nationale, et il devait rédiger les directives du commandant. Ce qu'il a déclaré, c'est qu'il ne pouvait pas, en toute bonne foi, affirmer que le corps des marines était capable de mettre en œuvre les missions qui lui avaient été confiées par l'autorité nationale de commandement. L'une des raisons était que nous restons attachés à un concept d'assaut amphibie hérité qui remonte au général Lejeune, l'homme qui a inventé la guerre amphibie, et à la Seconde Guerre mondiale, où nous avons perfectionné cet art. Il a dit que les munitions modernes et les armes de déni de zone rendaient cela impraticable, car si nous approchons d'un rivage hostile avec des navires d'assaut amphibies et qu'ils touchent l'un de nos navires avec un missile, nous perdons 900 marines. Et c'est fini, la partie est terminée. Nous n'avons pas changé cet héritage. Il a essayé de le faire dans le Pacifique. Il a tenté de concevoir une nouvelle structure régimentaire utilisant de plus petits navires, transportant jusqu'à 75 marines, afin de rendre plus difficile l'arrêt de l'ensemble de l'assaut en coulant un seul navire. Nous envisagions des armes de frappe à longue portée, et ainsi de suite. Ce sera intéressant à voir. Ce système, d'ailleurs, a été déclaré un échec. Je ne sais pas s'ils ont dissous ces unités, mais en gros, cette nouvelle structure était censée affronter les Chinois en mer de Chine méridionale. Et je pense que le corps des marines a conclu que cela n'avait pas été une réussite. Je ne sais pas si nous avons encore des unités configurées de cette manière, car en réalité, ces unités seraient bien plus facilement déployables dans une situation de passage de détroit ou de manœuvre portuaire que dans le cadre d'un groupe amphibie standard. Je pense simplement que tout cela relève du fantasme et du rêve, car le nouveau concept présente des limites bien précises.
Vous savez, ça ne peut pas se maintenir indéfiniment. Sa puissance de combat est limitée. Et vous voyez, disons que vous l'engagez. Comment le renforcez-vous? D'accord, donc vous les déployez et ils sont engagés. Disons que vous voulez prendre l'île de Karg. Nous établissons la tête de pont. C'est juste un bataillon, pas plus qu'un bataillon. Il n'y a qu'un nombre limité de choses qu'un bataillon peut faire. Vous savez, si vous déployez 3 compagnies de front, vous avez sécurisé la tête de pont. Mais où sont vos forces d'assaut de renfort? Vous devez les prélever parmi les troupes que vous avez. Donc, vous devez éclaircir cette ligne et avancer à l'assaut. Et si l'ennemi oppose une résistance soutenue? Et s'il contre-attaque, des renforts arrivent-ils? Avons-nous une deuxième meute en route? Donc maintenant, on parle d'une brigade, pas d'un bataillon. C'est de la folie. La taille de l'île de Karg. Vous savez, il nous a fallu des divisions pendant la Seconde Guerre mondiale pour prendre ce genre d'île. Donc, vous savez, ce ne sera pas comme à la Grenade, ou une unité expéditionnaire des marines, ou à l'époque, je crois qu'on appelait ça une MAU, une unité amphibie des marines, pouvait courir partout, sauver des étudiants et tuer des Cubains et des Grenadiens. Là, ce sera différent. Les forces iraniennes qui vivent sur l'île vont résister. Elles se sont retranchées dans l'île. Ils ont identifié leurs appuis-feu et ils vont rendre le maintien de cette force impossible. Une fois que nous aurons atterri, nous serons bombardés en permanence. Vague après vague de drones arrivera. Quelle capacité antiaérienne le corps des marines a-t-il pour faire face à cela? Pas beaucoup. Nous avons quelques manpads portatifs, mais avec une quantité limitée de munitions. Et une fois que nous les aurons tous utilisés, les drones continueront d'arriver. Cela n'arrivera pas. Aucun chef des marines ne dira « c'est une mission que nous sommes prêts à accomplir ». Nous savons que l'armée a déjà dit à Trump d'aller se faire voir, de faire passer les navires par les détroits, et la marine a répondu « non, nous ne ferons pas ça ». Et nous n'allons pas déployer de troupes au sol. C'est une démonstration de force, parce que nous n'avons pas la capacité de mettre des troupes au sol. Alors, quand le président dit « oh, eh bien, je pourrais devoir le faire », ce n'est qu'une démonstration de force, mais ce n'est pas suffisant. Les marines sont bons, mais pas à ce point. Ils ne peuvent pas faire ce que le président veut avec les forces disponibles. Et c'est très risqué. Si nous intervenons avec un navire d'assaut amphibie et qu'il est touché par un missile, nous pourrions perdre 900 marines, plus les marins embarqués qui font partie de l'équipage. Nous pourrions avoir 1200 hommes à la mer. Aucun président ne veut cela. Et pourquoi faire? Prendre une île qui, de toute façon, n'ouvrira pas le détroit d'Ormuz. Je pense simplement qu'il s'agit essentiellement d'une opération de propagande. À mon avis, cette guerre sera terminée avant que ces marines ne soient en poste. Je ne sais pas d'où ils viennent, s'ils sont proches, ils pourraient être en poste, mais je pense que Trump cherche désespérément une porte de sortie. En attendant, il va faire de la posture, parce que tout le concept de Trump, c'est la paix par la force, et il faut paraître fort. Donc il va continuer à larguer des bombes sur des bâtiments vides et laisser Pete Hegseth dire des choses psychopathes et autres. Mais il sait que cette guerre est perdue. Je veux dire, il y a un consensus général à Washington, D.C., selon lequel il n'y aura pas de changement de régime et que les missiles continueront d'être lancés. Nous ne pouvons pas les arrêter. Et si l'Iran le voulait, il pourrait fermer le détroit d'Ormuz et étrangler l'économie mondiale. En ce moment, vous savez, si vous appelez et coordonnez, vous pouvez passer, sinon vous coulez. Il n'y a rien que nous puissions faire pour l'empêcher. L'Iran tient le volant en ce moment. Ce sont eux qui ont toute l'initiative. Nous réagissons à leurs actions. Tout le concept de troupes au sol est une réaction à la réalité de la situation, le fait que nous ne gagnons pas. Par conséquent, nous devrions mobiliser des ressources supplémentaires pour atteindre des résultats
qui ne peuvent pas être obtenus pour l'instant. C'est la définition de perdre. Selon le Wall Street Journal, c'est l'USS Tripoli, basée au Japon, qui amènera cette unité expéditionnaire des marines. Donc, je suppose qu'ils se déplacent depuis le Japon. Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Ce sera une unité basée à Okinawa. Le navire, le Tripoli, pourrait avoir son port d'attache au Japon, mais ils vont probablement prendre le bataillon de marine stationné à Okinawa. Ce bataillon est traditionnellement formé aux opérations conventionnelles, mais comme il fait partie du Pacifique, il se peut qu'il ait une certaine expérience des tactiques spécialisées. Honnêtement, la façon dont je procéderais serait d'emmener mes marines débarquer dans une ville portuaire loin du golfe Persique, puis de les rassembler, eux et leurs ressources, aux Émirats arabes unis, et de mener une attaque amphibie de rivage à rivage. Je n'approcherai pas le Tripoli de la côte iranienne. Je ferai débarquer mes marines depuis le rivage, par hélicoptère et par petits bateaux. Si l'on y va avec de petites embarcations, on peut se permettre d'en perdre un ou deux dans l'eau, en espérant pouvoir les secourir. En arrivant avec des hélicoptères, on devrait pouvoir projeter un peu de puissance à terre, peut-être même établir une tête de pont. Si nous le faisions sous forme de raid, ce serait possible. Nous sommes très bons pour les raids. Nous arriverions donc avec l'effet de surprise et une extrême violence. Les marines excellents dans la violence et l'agressivité. On fonce, on fait tout exploser, on détruit quelques bâtiments, on capture quelques prisonniers, puis on se retire. Le raid est la seule opération militaire où l'on planifie réellement une retraite, alors que normalement, nous ne la considérons même pas, car une retraite signifie une défaite. Mais dans un raid, on entre, on accomplit sa mission, puis on se retire. Nous pourrions donc envisager un raid des marines sur l'île de Karg. Et si cette même île a été configurée pour des opérations en petits bateaux, cela devient plus réaliste. Mais encore une fois, il faut se demander, politiquement, si cela en vaut la peine. Parce qu'il y a une chance que les choses tournent très mal. Les Iraniens s'y préparent depuis un moment. Ce n'est pas comme si nous allions les prendre par surprise. Nous pourrions tomber dans un piège, et avant même de nous en rendre compte, une compagnie de marine pourrait se retrouver isolée sur l'île de Karg. Vous savez, les gens devraient commencer à s'intéresser à l'île de Keshm. C'est un autre lieu important dans l'histoire du corps des marines. C'est là que nous sommes intervenus pour secourir l'équipage du Mayaguez lorsqu'il a été capturé par les Khmers rouges en avril 1975. Nous avons fini par mener une attaque héliportée sur l'île de Koh Tang. Presque tous les hélicoptères ont été abattus. Des marines étaient dans l'eau, d'autres à terre, divisés en deux groupes qui semblaient sur le point d'être submergés. Nous avons dû assurer un appui aérien constant jusqu'à ce que nous puissions enfin les évacuer. Et ce n'est que par miracle que nous avons trouvé suffisamment d'hélicoptères encore en état de voler pour venir les récupérer sur l'île. Eh bien, nous avons laissé 3 marines derrière nous. Un équipage de 3 hommes servant une mitrailleuse M60 n'est pas monté dans le dernier hélicoptère et a été laissé sur place. Les marines ne laissent jamais personne derrière eux, mais nous avons abandonné ces 3 marines et ils ont été capturés puis exécutés par les Khmers rouges. Ce fut un moment extrêmement embarrassant pour le corps des marines des États-Unis. Nous pourrions nous retrouver dans une situation similaire. L'île de Karg pourrait devenir la prochaine île de Koh Tang. Les gens doivent étudier leur histoire et comprendre ce qui peut ou ne peut pas être fait. Je me souviens du moment où j'ai été intégré à la cellule de planification ad hoc mise en place par le général Gray. L'un des plans que j'ai défendus, et qui bénéficiait d'un large soutien, était un raid de marine, sur l'installation logistique d'Az-Zubair.
Nous allons prendre une compagnie renforcée de véhicules blindés légers, les déployer sur le terrain, les faire remonter l'autoroute et tirer à fond sur le site. Tout faire exploser, tuer tout le monde, puis évacuer, partir. Et tout le monde pensait que c'était le plan le plus génial du monde, sauf un colonel qui avait piloté des hélicoptères pendant Desert One, le colonel Seifert. Il a regardé ça, il a été très aimable avec moi et je lui en donne tout le crédit. Mais il a dit, « Vous savez, il y a tellement de choses qui pourraient mal tourner ici. Si les Marines se retrouvent dans un échange de tirs, commencent à subir des pertes et ne peuvent pas être extraits ou renforcés, on perd cette compagnie de marine. Pourquoi? Pour un exercice de propagande. Votre raid ne va pas changer le cours de la guerre. Votre raid est conçu pour faire dire aux gens « Regardez ce que nous pouvons faire ». Et nous n'avons pas besoin que quelqu'un dise « Regardez ce que nous pouvons faire ». Si cela ne change pas la guerre, si cela ne la gagne pas, nous ne devrions pas le faire. Si cela n'influence pas la guerre, cela ne devrait pas être un exercice pour se donner bonne conscience. Espérons qu'aujourd'hui, nous ayons des colonels Seyfarth qui diraient la même chose à propos d'une opération sur l'île de Karg. Ce n'est pas une opération qui fera gagner la guerre. Vous n'allez pas vous emparer de l'île de Karg avec une mule et la tenir, tout en assurant la sécurité du trafic maritime, car les Iraniens contrôleront toujours leurs côtes et ils rendront simplement la vie infernale aux marines sur l'île de Karg. Et ils continueront à couler les navires qui essayent de transiter par le détroit d'Ormuz. Donc c'est un exercice politique, un exercice pour se donner bonne conscience, un exercice de propagande. Cela n'a aucun impact sur l'opération dans son ensemble, et il y a de fortes chances que cela tourne mal et que nous perdions beaucoup de marines. J'espère qu'il y a suffisamment de vrais dirigeants parmi les marines pour dire « Vous savez, je n'ai pas besoin de gagner une Silver Star. Je n'ai pas besoin d'obtenir un Purple Heart. Je n'ai pas besoin d'une médaille de combat. Ce dont j'ai besoin, c'est de garder mes marines en vie afin que, si un jour nous devons vraiment les utiliser pour un effort de guerre décisif, ils soient disponibles. » Mais qui veut écrire des lettres aux familles juste pour pouvoir dire « Oui, j'ai envahi l'île de Karg ». Personne. Le brillant stratège militaire Pete Hegseth a récemment déclaré que le détroit d'Ormuz est en réalité ouvert tant que l'Iran ne tire sur aucun navire. Ils sont simplement libres de passer. Donald Trump a dit la veille que les navires devaient simplement faire preuve de courage et traverser le détroit. Parlons-en. Vous disiez plutôt que l'Iran, peut-être qu'on en arrive maintenant au côté iranien, l'Iran a l'initiative. Parlez de ce que cela signifie aujourd'hui, 2 semaines après, et de ce que vous pensez de ces commentaires, ces géniales remarques de Pete Hegseth sur la fermeture du détroit d'Ormuz, qui provoquent des secousses sur les prix du pétrole et les marchés pétroliers. Je veux dire, certaines choses se passent de commentaires. Voici le secrétaire à la guerre qui essaie d'impressionner les gens. Je veux dire, je l'écoute parler. Il est littéralement, vous savez, il fut un temps où nous étions des leaders. Le corps des marines forme des leaders. C'est ce que nous faisions. C'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai suivi l'école de base et l'école des candidats officiers, et quand j'ai intégré la force opérationnelle des marines, nous n'étions pas des gestionnaires. Nous étions des leaders. Nous dirigions. Et le leadership, c'est tout autre chose. On n'impressionne pas les gens avec des mots, on les impressionne par ses actions. On dirige par l'exemple. On devient un expert tactique, non pas parce qu'on sait l'expliquer, mais parce qu'on sait le faire. Les marines reconnaissent un chef parce qu'un chef se tient devant eux, et les marines disent « Je te suivrai jusqu'en enfer ». Un manager s'avance et les marines réagissent. « Ouais, dégage d'ici. Je ne veux pas avoir affaire à toi. »
Les marines forment des chefs. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose au monde pour toute la société. Je dis simplement que pour l'application au combat, il n'y a pas de substitut à un véritable leadership, surtout au niveau des petites unités. J'ai été formé dans cette école et je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. Mais la seule chose qu'un chef ne faisait pas, c'était de baratiner les troupes. Il n'avait pas besoin de leur vendre quoi que ce soit. Il devait simplement leur dire « Voici votre mission. Allons-y. » Ce qui s'est passé après la guerre du Golfe, cependant, c'est que nous sommes passés à une armée en temps de paix. Nous avons fait la transition vers une armée en temps de paix, et nous avions besoin d'un dividende de la paix. La guerre froide était terminée. Nous envisagions la consolidation des forces, et au lieu de diriger, on nous a dit de gérer. Je me souviens de ce moment, car le corps des marines a adopté quelque chose appelé TQM, la gestion de la qualité totale. Tous les jeunes capitaines qui avaient remporté la guerre du Golfe ont été rassemblés dans un auditorium et on leur a dit « Vous êtes maintenant des gestionnaires ». Et nous avons répondu « Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes des leaders ». Je veux dire, nous nous sommes révoltés. Nous nous sommes littéralement révoltés. Nous avons dit « Non, nous refusons de jouer à ce jeu ». Et Stabbard, beaucoup de gens ont fini par quitter le corps des marines à cause de Slurry. Parce que nous faisons du leadership. Nous ne gérons pas. Gérer, c'est ce que fait l'armée de l'air. L'armée de terre veut tout gérer. Mais nous n'allons pas faire ça. Quand le corps des marines se transforme et que tu deviens un gestionnaire, tu te changes en vendeur. Tu vois, le leadership, ce n'est pas vendre quoi que ce soit. Soit je t'inspire, soit je ne t'inspire pas. Soit je sais ce que je fais, soit je ne le sais pas. Quand je me tiens devant une équipe d'inspecteurs et que je dis « Aujourd'hui, nous allons aux portes de l'enfer, au palais présidentiel. Nous sortirons des véhicules, des mitrailleuses seront braquées sur nos visages, des RPG viseront nos voitures et ils menaceront de vous arracher les bras. Ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est simplement de vous détendre, parce que c'est moi qui commande. Regardez-moi. Si je panique, vous paniquez. » Mais si je reste calme, vous restez calme. J'ai un plan. Voici mon plan. Je vais mettre ce plan en œuvre. Et les inspecteurs ont tous dit d'accord. Nous sommes allés dans les pires situations imaginables. Tout partait en vrille. Et je descendais du véhicule en restant calme. C'est ça, dirigé par l'exemple. Mon calme les a amenés à rester calmes. Nous sommes restés concentrés sur notre mission et nous l'avons accomplie. C'est ça, le leadership. Mais si j'avais dû me lever pendant que je faisais ça et leur vendre le truc, ce que nous faisons ici, c'est appliquer des tactiques psychologiques et manipulatrices pour pousser l'ennemi à surréagir et stimuler l'hypothalamus du « vous seriez là à dire « quoi ?» Eh bien, c'est Pete Hegseth en ce moment. Il balance juste des mots en l'air. C'est un type qui ne sait pas diriger. C'est un type qui gère et qui essaie d'impressionner les gens avec son langage. C'est un vendeur là-haut, en train de vendre quelque chose. Et ce qu'il vend, c'est du 100% déchet, du pur déchet. Et ça se voit, parce qu'un vrai leader est aussi honnête. Regarde la lettre que Dwight Eisenhower a écrite, celle qu'il avait préparée à remettre si le débarquement tournait mal. Regarde cette lettre. Il ne s'est pas assis là à essayer de détourner la faute ou de dire « tu sais ceci, cela ou autre chose ». Il a dit « c'est ma responsabilité, j'ai pris la décision et l'échec est entièrement le mien ». Et tu sais, on va apprendre, on va revenir, se regrouper et on va avancer pour faire la suite. Mais vous savez, cela a été un échec, mon échec. Pete Hegseth n'a pas le courage de se lever et de dire « oui, nous nous sommes trompés ». Vous savez, nous avons fait certaines suppositions. J'ai agi sur la base de ces suppositions et nous avions tort. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est appuyer sur le bouton pause et réévaluer.
Nous allons rencontrer le président pour discuter des options et je reviendrai vers vous dès que nous les aurons. Mais non, la guerre ne se déroule pas comme nous le voulions. Nous n'obtenons pas les résultats que nous pensions devoir atteindre à ce stade et nous allons devoir faire des ajustements. Voilà ce qu'est l'honnêteté. Et je pense que les gens apprécieraient l'honnêteté plutôt que d'entendre. Eh bien, nous ne nous attendions pas à ce que les Iraniens puissent continuer à tirer leurs missiles. Mais nous contrôlons la situation. Dégradation à 95%, bombes sur la cible, nous tuons, nous sommes la force la plus létale. C'est des conneries. Les gens voient clair là-dedans. Donc, on a ce genre de type dont le cerveau est désormais occupé à vendre du vent. Et ce qu'on obtient, c'est cette déclaration. Le détroit d'Ormuz n'est pas fermé. Il est ouvert. Il est ouvert parce que nous disons qu'il est ouvert. Il est ouvert. Il n'est fermé que si les Iraniens vous tirent dessus. Eh bien, sans blague, Sherlock, c'est justement la définition de la fermeture du détroit d'Ormuz, quand les Iraniens décident de le fermer en vous tirant dessus. Donc, non, il n'est pas ouvert. Vous n'avez pas réussi. Il ne peut pas dire la vérité, pourtant. Il est tellement impressionné, cette idée que nous gagnons simplement parce que nous disons que nous gagnons, alors que nous n'avons atteint aucun des critères de la victoire. Nous avons coulé la marine iranienne. Alors pourquoi ne peux-tu pas ouvrir le détroit d'Ormuz? Parce que toute cette histoire de couler la marine iranienne, selon Donald Trump, il le répète sans cesse, nous avons coulé tous leurs navires. Je ne comprends pas pourquoi nous ne pouvons pas traverser le détroit d'Ormuz. Parce que ça n'a jamais été une question de navire, mon petit Denis. Jamais une question de navire. Quand tu regardes la brigade Arif, il y a 4 bataillons. Leur mission est de t'empêcher de traverser le détroit d'Ormuz. Qu'as-tu fait contre eux? Je ne veux pas entendre parler d'un bateau que tu as coulé et qui n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Je veux savoir ce que vous avez fait de la brigade Arif. Où est le 1er bataillon? Où sont leurs missiles de croisière modernes? Où est le 2e bataillon? Où est le 3e bataillon? Nous savons où se trouve le 4e bataillon. Ils sont sur l'île de Karg et ils vont vous tuer si vous essayez de faire débarquer des marines sur la plage. Ils vivent sur l'île de Karg depuis longtemps et ils ont creusé beaucoup de trous et de fortifications. Vous pensiez que c'était difficile d'entrer à Iwo Jima, au mont Suribachi. Vous pensiez que c'était dur d'entrer à Tarawa. Essayez donc d'aller sur l'île de Karg et de faire avancer vos marines à travers un terrain contrôlé par l'ennemi. Ils vous tireront dessus de face, de dos, de l'arrière, de sous terre, surgissant de partout, le Hezbollah tout autour. Ce que le Hezbollah fait à Israël dans le sud du Liban, les Iraniens le feront aux marines sur l'île de Karg. Les marines se battront avec bravoure et nous pourrons même l'emporter tactiquement parce que nous sommes sacrément bons. Mais nous perdrons beaucoup de marines. Pourquoi? Pour que Pete Hegseth puisse dire « Nous avons projeté notre puissance à terre ». Des bottes américaines foulent le sol et je vous dis que ce sol est désormais libre. Ces bottes touchent le sol iranien libre. C'est le genre de bêtises qu'il dirait. Pourquoi? Donc non, nous ne contrôlons rien. Les Iraniens dirigent cette guerre à chaque étape. Les Iraniens nous ont poussés à retirer 5 batteries THAAD de Corée du Sud. Ce sont les Iraniens qui ont fait ça. Ils nous ont poussés à retirer les batteries patriotes du Pacifique. Ce sont les Iraniens qui ont fait ça. Les Iraniens nous amènent maintenant à envisager de déployer des troupes au sol. Rien de tout cela n'était envisagé quand nous avons commencé cette guerre. Nous ne le faisons que parce que les Iraniens mènent la danse. Ce sont eux qui dictent le rythme des opérations et nous ne faisons que réagir. Maintenant, j'en viens à la boucle Ouda de John Boyd. Vous savez, la boucle Ouda était conçue pour le pilote de chasse. 2 avions s'affrontent et John Boyd utilisait la boucle Ouda.
observer, s'orienter, décider et agir. Il observe, il vous voit, il regarde votre avion, il sait de quel type d'appareil il s'agit. Il se dit, je veux perdre un peu de vitesse. Alors, il va amorcer une montée maintenant. Il a une vitesse supérieure. Tu vas essayer de suivre, mais tu ne peux pas l'égaler. Tu es plus lent. Maintenant, il va basculer, tu vas tourner, et il va se placer derrière toi. Il va t'abattre parce que tu as réagi à lui tout le temps. Il a anticipé tes réactions et a pris le contrôle de la situation. Les Iraniens exécutent une boucle OUDA parfaite contre les États-Unis. Ils ont observé ce que nous faisons. Ils se sont orientés par rapport à nous. Ils prennent des décisions et ils agissent. Et ils font tourner ce cycle de prise de décision plus vite que nous. Ils sont à l'intérieur de notre cycle de prise de décision, ce qui est la clé de la victoire. Donc, nous réagissons à eux, nous agissons, mais ils ont le contrôle. Ils contrôlent le rythme des opérations, ils contrôlent le ciblage, ils contrôlent tout ce que nous faisons. Et nous perdons. Il n'y a aucun aspect de cette guerre où nous gagnons, aucun, à moins que vous ne vouliez dire que nous gagnons en faisant exploser des bâtiments vides. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons exploser des écoles vides avec des enfants. Nous sommes très doués pour faire exploser des écoles avec des enfants, mais nous ne touchons pas de véritables installations militaires. Les Iraniens s'y préparaient. Ils sont sous terre, ils sont dispersés, et c'est aussi trompeur. Nous avons utilisé beaucoup d'armes à distance. Nous ne pénétrons pas dans l'espace aérien iranien. Quand nous déciderons de pénétrer dans l'espace aérien iranien, nous serons confrontés directement à la défense aérienne iranienne. Et là, c'est un tout autre niveau de combat. Je vois les simples d'esprit du monde MAGA, tu sais, s'enthousiasmer pour l'A-10. L'A-10 est un bel avion, mais tu sais, depuis plusieurs générations, l'A-10 a combattu en Afghanistan et en Irak contre des insurgés. La dernière fois que l'A-10 a affronté une armée moderne, c'était pendant la guerre du Golfe. Et j'inviterai les gens à jeter un œil aux dégâts subis par l'A-10 au combat et à se souvenir que des A-10 étaient encore abattus le dernier jour de la guerre. Nous perdions des pilotes le dernier jour de la guerre, car les champs de bataille modernes ne sont pas favorables aux avions volant bas et lentement comme l'A-10. À l'ouest, lorsque l'A-10 était utilisé pour traquer les Scuds, nous ne lui permettions pas de descendre en dessous. J'ai oublié quelle était la limite. J'allais dire 10 000, c'était peut-être 30 000 pieds. Mais nous devions maintenir l'A-10 très haut pour éviter qu'il ne soit abattu par la défense aérienne. Donc, même si c'est cet engin qui fait brrrt et qui a l'air impressionnant et tout ça, l'A-10 restait bien là-haut parce qu'il ne pouvait pas descendre plus bas. Sinon, il se faisait descendre. Donc, encore une fois, les gens qui parlent de l'A-10 n'ont aucune expérience avec l'A-10. Ils ne connaissent rien à la guerre moderne. Mais le fait même que nous parlions d'engager l'A-10 dans cette situation est une réaction aux actions iraniennes. Nous ne sommes pas là à dire « mettons l'A-10 dans le jeu pour semer la confusion ». Les Iraniens ne s'y attendent pas. Les marines, eux, disent « non, vous ne nous avez pas neutralisés, donc nous savons que vous allez venir avec des forces spéciales conjointes, des A-10, des hélicoptères, et nous sommes prêts ». Ils ont posté leurs gars là-bas en disant « allez, venez, venez, on veut faire la fête avec vous ». Ce sont eux qui mènent la danse. Ils sont à l'intérieur de notre boucle OUDA. Ils gagnent cette guerre. Même la machine de propagande a beaucoup de mal à interpréter les événements. Il y a eu un incendie, par exemple, sur l'USS Ford. Je crois que l'USS Lincoln a été approché par un navire iranien, et ils ont même admis, le CENTCOM l'a fait, avoir tenté de tirer sur le navire avant de devoir lancer des missiles, car leur canon à bord ne fonctionnait pas. Mais il y a ensuite la question,
J'aimerais savoir si vous avez des commentaires sur l'avion ravitailleur. Je crois qu'il y en avait 2. L'un s'est écrasé et 6 Américains sont morts. Et un autre, je pense, a pu atterrir en Irak. Parlez-nous de l'explication donnée à ce sujet. Ce n'était pas un tir ami et ce n'était pas non plus un tir ennemi. Et la résistance irakienne a revendiqué la responsabilité de l'avion ravitailleur, le KC-135. Parlez-nous de ce que vous avez remarqué dans la manière dont le CENTCOM américain, en particulier, parle de cette guerre aujourd'hui, étant donné qu'il semble que chaque incident soit expliqué comme une sorte d'erreur, plutôt que, comme vous l'avez dit plus tôt, peut-être vaudrait-il mieux être honnête et admettre. Peut-être que nous encaissons réellement quelques coups ici. Well, again, I know you want to give the enemy. Eh bien, encore une fois, je sais que vous ne voulez pas donner un crédit immérité à l'ennemi, ni le surestimer. Mais je dirais ceci. Le ravitaillement en vol est une opération complexe. Nous faisons voler beaucoup d'avions dans le théâtre iranien. Et le ciel au-dessus de l'ouest de l'Irak est rempli d'avions ravitailleurs. Nous avons eu ce problème pendant la guerre du Golfe, lorsque nous envoyions des groupes de frappe en Irak et qu'ils allaient accomplir leur mission. Peut-être qu'ils se faisaient tirer dessus par des missiles solaires, devaient enclencher la post-combustion et finissaient par consommer plus de carburant. Ils se retrouvaient alors en situation de bingo fuel, ce qui signifie qu'ils ne pouvaient plus rentrer à la base, et les ravitailleurs devaient s'adapter à cela. Les ravitailleurs sont en rotation ici, attendant que les avions montent pour faire le plein. Mais cette fois, le ravitailleur doit faire un ajustement, s'approcher et prendre une nouvelle position pour transférer le carburant. Et parfois, l'AWACS n'est pas à la hauteur. L'AWACS, c'est le contrôleur, celui qui gère l'espace de combat, l'espace aérien. Et il se peut que l'AWACS ait relâché son attention, soit devenu complaisant, nomaling, ou que les avions aient agi sans passer par lui à cause d'une urgence. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons eu énormément de quasi-collisions entre ravitailleurs pendant la guerre du Golfe. C'est un vrai problème quand l'espace aérien est aussi restreint. Empêcher les avions de se percuter est un défi majeur. Je n'ai aucune raison de penser qu'il s'agissait d'autre chose que de 2 ravitailleurs évoluant dans un espace aérien très complexe, traversé par une multitude d'appareils. Ils sont entrés dans l'espace aérien l'un de l'autre et sont entrés en collision. C'est ce que je pense il s'est passé. S'il y avait eu une menace venant du sol, tout d'abord, nous n'allons pas placer un ravitailleur au-dessus d'une zone équipée de missiles solaires. Cela n'arrivera tout simplement pas. Nous avons sécurisé ce secteur. Si vous vous souvenez, il y a quelque temps, il y a eu un incident où des forces américaines ont atterri dans la province d'Al-Anbar et mettaient en place une base d'opération. Une unité irakienne a réagi, a enquêté, il y a eu une fusillade et nous avons tué plusieurs Irakiens, car nous n'allons pas permettre à l'insurrection de venir s'installer sous notre plateforme de ravitaillement. Nous avons donc des troupes au sol en Irak qui patrouillent activement, et elles ne laisseront personne abattre ces ravitailleurs. Vous ne pouvez pas. Les ravitailleurs, eh bien vous savez, nous perdons la guerre si nous ne pouvons pas ravitailler les avions. Si nos ravitailleurs sont occupés à répondre à des attaques de missiles solaires, c'est fini pour nous. C'est pourquoi nous avons des troupes au sol dans l'ouest de l'Irak. Je ne pense pas que nous soyons censés le savoir, mais il y a eu un reportage dans les médias, donc je vais en parler. Leur mission est de patrouiller activement et d'empêcher quiconque de tirer des missiles solaires sur les avions ravitailleurs. Donc je suis convaincu qu'il n'y a pas eu d'attaque de missiles contre nos appareils. Ce dont je suis sûr, c'est que nous avons un espace aérien très complexe qui inclut des avions israéliens. Et ça, c'est aussi un problème. Je veux dire, qui ravitaille qui? Avons-nous des zones de ravitaillement séparées pour les Israéliens ou est-ce qu'ils s'insèrent dans le flux?
Et encore une fois, d'après mon expérience pendant la guerre du Golfe, vous savez, on a le ravitailleur là-haut et un planning à suivre. Alors, l'AWACS dit, d'accord, un vol de 3 F-35 arrive. Indicatif, Juliet 1, 2, 3. Ils vont se ravitailler dans cet ordre. Donc, ils se mettent en file. Juliet 1 arrive, prend du carburant, s'écarte, puis le 3 arrive. Tout à coup, on entend « Ici Charlie, 6-4, un F-22, bingo fuel, faible en carburant, ravitaillement d'urgence. » Et on leur répond « D'accord Charlie, il faut que tu changes de cap. » « Non, je peux pas y arriver. Amenez le ravitailleur vers moi. » Et maintenant, le ravitailleur doit se détourner. Bring the tanker to me, and now the tanker's breaking off. F-35's down there has to break off. Le F-35 est là-bas et doit se désengager pendant que le ravitailleur s'approche. Mais ils ne se sont pas coordonnés avec un autre ravitailleur qui effectue une grande manœuvre avec quelques avions supplémentaires derrière lui. Résultat, les avions se dirigent maintenant les uns vers les autres. L'AWACS est censé éviter ce genre de conflit, mais deux avions se sont retrouvés dans le même espace aérien. C'est toujours une très mauvaise chose. Il faut vraiment examiner la façon dont nous menons les opérations de ravitaillement, surtout dans un environnement comme celui-ci, où nous effectuons chaque jour des centaines de sorties de combat vers l'Iran. Le ciel au-dessus de l'ouest de l'Irak est saturé d'appareils. La moindre erreur se paie cher. Et tragiquement, 6 Américains ont perdu la vie parce qu'un KC-135 est entré en collision avec un autre KC-135. Voilà mon point de vue. One KC-135 ran into another KC-135. That's my take. Ouais, eh bien oui. Et ils ont perdu la vie pour une guerre qui ne se passe pas très bien. Ce n'est pas leur faute. Ils font leur travail. On leur a confié une mission de ravitaillement des avions. C'est leur mission. Je ne blâme pas du tout ces gens. Je blâme le président, Hegseth, Rubio, et tous les types avec des étoiles sur les épaules. Surtout ceux avec des étoiles sur les épaules. Ils auraient dû arrêter cette guerre. Quand on parle de Tulsi Gabbard, tout le monde dit « Où est Tulsi? Où est Tulsi ?» Eh bien, Tulsi faisait en réalité son travail. Mesdames et messieurs, Tulsi a en fait réuni une évaluation de la communauté nationale du renseignement, remise au président avant la décision d'entrer en guerre, dans laquelle elle disait en substance « Nous perdrons cette guerre. Nous n'obtiendrons pas de changement de régime et nous n'aurons pas la victoire militaire que vous recherchez. Ne faites pas ça. » C'est son travail. Le président a choisi de ne pas l'écouter. Mais pour tous ceux qui disent « Où est Tulsi ?» C'est une traîtresse. Elle ne fait pas son travail. Elle a fait son foutu travail. Elle a fait son foutu travail. Où sont les généraux censés dire au président « Monsieur, les renseignements ne soutiennent pas cela. Nous ne pouvons pas faire ça. Je veux cet ordre par écrit et je veux qu'il soit transmis au Congrès des États-Unis parce qu'après que vous m'aurez donné cet ordre par écrit, je vais démissionner et ensuite j'irai devant le Congrès pour dire que c'est un ordre illégal. Vous savez, votre carrière est finie. Ma carrière n'a pas d'importance. Je sers le peuple américain. Donc, au moment où vous me demandez d'enfreindre la loi, de commettre ou d'exécuter un crime de guerre, je ne le ferai pas. Et je ne vais pas, vous savez, vendre mon âme pour continuer. Nous n'avons tout simplement plus de militaires de ce calibre. Il y en avait un, le directeur de l'état-major interarmé. Il a été renvoyé parce qu'il a dit au président « Nous ne pouvons pas faire ça ». Nous avons un secrétaire à la guerre qui est clairement un criminel de guerre psychopathe. Je termine actuellement un article qui expose cette thèse noir sur blanc. Il devrait être démis de ses fonctions. Puis le procureur général devrait le poursuivre pour violation de la loi sur les crimes de guerre de 1996, la loi qui stipule qu'on ne peut pas agir en violation des conventions de Genève. Et il l'a fait. Et plusieurs des officiers généraux impliqués dans la chaîne de commandement ont fait la même chose. L'école de filles en est la preuve irréfutable.
Mais ce sont justement les personnes censées dire non aux idées stupides. Et quand le directeur du renseignement national obtient l'avis consensuel de la communauté du renseignement américaine, à savoir que cette guerre ne peut pas être gagnée, qu'aucun des objectifs ne peut être atteint, que nous allons perdre, eh bien, c'est là que les officiers militaires dignes de ce nom devraient se lever et dire non, Monsieur le Président, non, nous n'allons pas faire cela. C'est illégal, il n'y a aucune raison de le faire. Et pourtant, ils ne le font pas. Nous n'avons pas de personnes prêtes à prendre ces décisions. C'est pourquoi il est important de poursuivre Pete Hegseth, car les gens doivent comprendre qu'il y a des conséquences à ne pas remplir son devoir, à ne pas obéir à la Constitution et à ne pas respecter la loi. Obey the Constitution and failing to obey the law.